Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici en cette fin d'après-midi ensoleillée. Et évidemment, vous avez la vision de la tribune, mais moi j'ai la vision de cette place magnifique où l'on s'aperçoit que le dessin est irrégulier du point de vue de la manière dont vous êtes assis. Parce que tout le monde s'est assis à l'ombre en fait. Et donc c'est surtout le côté gauche. Il y a ceux qui sont à l'intérieur, qui ont décidé d'être totalement sérieux. Ceux qui sont restés dehors dans les cafés, donc c'est ça la vie, la vraie vie. Je préfère commencer par ce sourire, puisque les choses dont je vais vous parler sont pas très drôles en réalité. Alors derrière moi, vous voyez donc deux images. Sur la gauche, donc, un ensemble d'archives. Et quand le procès de Nuremberg s'est préparé pendant l'été 1945, les équipes du procureur général américain sont allées dans toute l'Europe de l'Ouest pour trouver ces archives. Et ça constitue une enquête qui, en l'espace de 3 mois, a rassemblé une documentation qui a servi aux historiens pendant 15 ans. À tel point qu'au début du procès, il y avait tellement d'archives qu'il était impossible même de les traduire dans toutes les langues du procès, le russe, l'anglais, l'allemand, le français, et qu'on ne pouvait présenter devant le président du tribunal que des synthèses. L'idée du procureur général, qui s'appelle Robert Jackson, c'était de fonder ce procès sur des preuves irréfutables. Il avait dans l'idée que peut-être dans l'avenir, des gens nieraient l'existence des crimes commis par les nazis, ce qui est arrivé, mais beaucoup plus tard, dans les années 60. Et donc il avait une vision qu'on pourrait qualifier de très positiviste du procès. Il fallait vraiment rassembler une documentation, fonder les audiences sur la confrontation à ces traces documentaires et écrire au fond la première histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, dans le même temps, le procureur Jackson a fait appel aux images. Et c'est ce que vous voyez à droite. Et pour ce faire, comme je vais vous l'expliquer, il a fallu transformer la scénographie du procès. Et ça a créé ce qu'on appelle une jurisprudence qui aujourd'hui encore se perpétue. Alors pour comprendre le statut de l'image comme preuve, il faut revenir à un film de Fritz Lang qui s'appelle Fury en 1936. Fritz Lang est un cinéaste allemand qui était très connu en Allemagne, très connu en Europe, qui a fui le nazisme et qui est arrivé aux États-Unis, où il s'est retrouvé comme un réalisateur presque ordinaire parce qu'il n'était pas connu. Il ne parlait pas bien l'anglais. Et donc il a lu un peu la presse et il s'est intéressé aux histoires de lynchage. Et donc il a parcouru l'Ouest américain, le Sud, et il est tombé sur une histoire d'un lynchage où des images avaient été prises par un photographe
qui pouvait établir pour la première fois quasiment la culpabilité de ceux qui avaient commis ce lynchage. Et donc il a écrit ce film et il pensait pouvoir proposer à la MGM, l'une des majors américaines, l'histoire du lynchage d'un noir. Sauf que la MGM a dit non, parce que sinon le film ne pourrait pas sortir dans le sud des États-Unis. Alors de cette contrainte, Fritz Lang a tiré un avantage. Au lieu que ce soit un noir qui soit lynché, ce sera un blanc. Et ce blanc est interprété par Spencer Tracy, qui était un des acteurs les plus populaires aux États-Unis dans les années 30. Du coup, la population américaine pourrait complètement s'identifier à ce personnage interprété par Spencer Tracy. Et donc, il renversait à son avantage cette censure dont il était victime. Donc, Spencer Tracy est accusé d'avoir commis un crime et il est emprisonné. Et la foule de la petite ville où il est emprisonné approche de la prison et y met le feu. Il va s'en sortir, mais il fait croire qu'il est mort. Et donc le procès qui va avoir lieu se fait en son absence. Il est absent, mais des images vont en quelque sorte le remplacer. Puisque dans cette histoire, un caméraman était posté en face de la prison et a filmé toute la scène, tandis qu'un photographe faisait des gros plans de ceux qui ont mis le feu. Donc nous voici dans le cadre du tribunal où a lieu le procès. Ceux qui ont mis le feu ont été arrêtés. Et vient le moment où le procureur général décide de montrer les images. Alors pour ce faire, il faut que l'écran donc soit dans l'axe du juge. L'appareil de projection est au centre. Et Lang a symbolisé la clôture qui séparait dans les tribunaux américains l'espace judiciaire de l'espace où se trouve le public. Puisqu'une partie de la scénographie du procès provient de l'histoire religieuse, où dans les églises, le public est séparé des religieux par une barrière. Donc on sépare le profane du laïque. Et comme vous pouvez le voir, le juge qui est au centre se retrouve en position un peu décentrée, puisque devant lui, il y a cet appareillage de projection. Et l'écran se trouve au fond de la salle. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lang a compris quelque chose là. Il a compris que cet écran va bousculer la manière dont un procès se tient. Car la force de l'image est telle qu'elle va peut-être l'emporter sur ce qu'on appelle la sérénité des débats.
Raison pour laquelle, vous voyez, derrière le juge, il y a quelque chose qui ressemble en fait à un écran. Donc il joue en fait sur cette possibilité qu'à terme, l'écran ne soit plus au fond de la salle du tribunal, mais à la place du juge. Et donc dans ce projecteur se trouvent les images des accusés. Alors il y a toutes sortes de manières dans le procès de démontrer que ces accusés ont effectivement mis le feu à la prison. Mais ce qui est en jeu ici, c'est le fait qu'ils ont menti et que la projection des images va les mettre face à leurs propres crimes. Et donc provoquer un effet de terreur, puisque, au fond, ils vont mal accepter cette image d'eux-mêmes qu'évidemment ils ont refoulée dans le cadre de leur mensonge. Donc ça, c'est 1936. À l'époque, la jurisprudence de la présentation d'images comme preuve dans un procès existe aux États-Unis, mais de manière très limitée. Le droit dit ceci dans les années 20. Si l'image photographique qui est admise depuis la fin du XIXe siècle ne suffit pas, s'il faut recréer quelque chose qui est dans un mouvement, alors l'image animée sera acceptée. Par exemple, dans le cadre d'un accident de voiture, parce que c'est souvent... dans des procès au civil que ce genre d'affaire est traité. Très rarement dans des procès criminels. Donc c'est intéressant de voir que c'est un cinéaste qui a réfléchi à quelque chose qui n'existe pas encore dans la réalité. Alors ici, sur cette image, vous voyez en 1945 le président des États-Unis. Et à droite, le procureur général Robert Jackson, qui va être responsable de la préparation du procès de Nuremberg. Petite parenthèse. Pourquoi les Américains ont été moteurs dans la création de ce tribunal ? Parce que parmi tous les alliés, c'est le seul pays qui n'a pas souffert sur son territoire de la guerre. Qui se trouve très loin des terrains de bataille de l'Europe de l'Ouest. Et dont les pertes humaines équivalent à la prise de Stalingrad. Donc il y a une certaine, je dirais, il y a une certaine disponibilité, alors que les autres pays sont dans le chagrin et la reconstruction. Donc Jackson, encore une fois, est très préoccupé par l'idée d'avoir des preuves irréfutables. Vous voyez la petite conclusion ici que j'ai mis en évidence. Nous devons établir des faits incroyables à partir de preuves croyables.
Parce que pour les Américains qui étaient très loin des camps nazis, il pouvait y avoir un doute sur le crime qui avait été commis, étant donné son échelle. Donc ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Les images qui vont être montrées à Nuremberg ne sont pas celles que les Allemands ont faites. Parce qu'il était interdit de filmer les camps. En Allemagne et davantage encore en Pologne. Du coup, ce sont les images faites par les Alliés eux-mêmes à la libération des camps qui vont être montrées. Or, dès 1941, il est clair pour les Alliés que, ayant entendu que beaucoup d'atrocités avaient lieu en Europe, les nazis seraient jugés. Dès 1941. Du coup, quand les caméramens, les photographes se préparent à aller en Europe, ils ont un cahier des charges. Ce cahier des charges, vous en avez un extrait ici. Il leur est demandé de prendre des images de manière telle qu'elles ne soient pas contestables. Donc il y a un certain nombre de dispositions sur... le cahier des charges fait 12 pages. Je peux donner un exemple très simple. Si je tourne des images aujourd'hui et que je filme un peu plus loin le côté droit, on aura l'impression qu'il n'y a personne. Si je filme les premiers rangs côté gauche, on aura l'impression qu'il y a une foule. Donc c'est très simple, il faut que le caméraman ait une bonne vision et soit honnête. D'où le cahier des charges. Et le fait qu'ils ont une fiche à remplir. C'est-à-dire pour chaque événement filmé, il faut le lieu, la date, l'ensemble des choses qui ont été filmées et éventuellement les témoignages alentours. Et éventuellement, il peut y avoir plusieurs personnes qui croisent leurs informations sur un même événement. Et donc, il faut que les photographies, comme vous voyez, soient... Il n'y a pas un seul mot pour dire vrai. Vous voyez, c'est true, accurate, untouched, unchanged, undistorted. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots? Pourquoi il y a plusieurs mots pour dire la même chose? Parce qu'il y a la phase du tournage, et ensuite il y a la phase du montage. Et donc dans tous ces moments-là, il peut y avoir des distorsions. Donc vous voyez que l'opérateur est soumis à un cahier des charges très strict. Du coup, quand les images sont prises,
et qui sont légendées de manière très précise. Elles sont envoyées immédiatement par Londres vers Washington, où des équipes de John Ford, le célèbre réalisateur, les regardent et procèdent à un deuxième commentaire. C'est ce que vous avez à droite. Et voici donc la lettre envoyée aux équipes de John Ford au moment où se construit le procès. Donc on est au mois de juin 1945. Non seulement l'idée de présenter des images comme preuve, mais de filmer le procès. Car l'idée, c'est qu'en filmant le procès, on va conserver la mémoire vive de ce qui s'est passé dans le procès. Parce que l'archive la plus complète d'un procès, c'est son filmage. Pourquoi? Parce qu'à l'image, nous pouvons voir ce qu'on appelle en anglais le body language. Nous pouvons voir la manière dont les gens se confrontent, se regardent, argumentent. Et on peut lire beaucoup de choses sur le visage des gens. Et surtout, quand un procès est filmé, les silences sont filmés aussi. Tous les moments de suspens. Donc aujourd'hui, grâce à ces images, on peut entrer dans ce procès beaucoup plus facilement. Voici donc une image de Nuremberg en 1945. Cette ville est très très largement détruite, mais c'est la ville des anciens congrès du parti. Et symboliquement, c'est là que les Alliés ont voulu faire le procès. Et par miracle, un seul bâtiment quasiment était encore debout. C'était la prison qui était en fait attenante à un tribunal. Et ce qui est extraordinaire pour moi, c'est que la première photographie qui est prise à l'intérieur de ce tribunal comporte déjà un drap au fond qui signale la présence future d'un écran. Et c'est quand même incroyable de penser que ce procès si important commence presque par cette préoccupation-là. Parce qu'il se trouve qu'un architecte américain, Dan Kiley, a été chargé de redessiner cette salle de tribunal. Et là, nous retrouvons ce que Fritz Lang avait imaginé. Donc voici les premiers travaux. En haut à gauche, vous voyez les petites fentes derrière lesquelles se trouveront les caméras qui vont filmer. Voici la maquette du tribunal. Et donc, comme vous pouvez le voir, l'écran est au centre. Du coup, les juges sont à droite. Et à gauche, vous avez les deux rangées des accusés.
première fois dans l'histoire où le juge n'est pas au centre. Donc à gauche, les accusés. À droite, les juges. 2 juges soviétiques, 2 juges américains, 2 juges français et 2 juges britanniques. Et sur la gauche, vous pouvez deviner les systèmes. C'était une première dans l'histoire de traduction simultanée. Ça, c'est pour un hommage aux traducteurs. Et donc, on arrive le jour du 29 novembre 1945. Le procès s'est ouvert le 20 novembre. Et donc, à peine une semaine plus tard, la partie américaine présente un film. Et donc, il faut imaginer ce que peut représenter de regarder dans le noir, sur un très grand écran, les images des camps de concentration nazis. L'équipe de John Ford a eu une idée la veille du 29 novembre. Ils ont décidé d'installer une rampe de néon au-dessus des accusés, de telle sorte que pendant la projection, on puisse voir leur réaction. Car l'enjeu, il est là. Comme dans le film de Fritz Lang. Les preuves contre les accusés, elles sont énormes. Des milliers de documents. Mais de savoir comment ils vont réagir par rapport à leurs propres crimes, c'est un des enjeux de cette confrontation du procès. Le procès dure 9 mois. Les accusés sont en prison. Ils ne sortent que pour aller dans la salle du tribunal. Mais pendant 9 mois, c'est comme un temps de suspens. Et ce temps de suspens va peut-être pousser certains d'entre eux à réfléchir à ce qu'ils ont fait. C'est le cas de Wilhelm Keitel, chef d'état-major de l'armée, qui présentera des sortes d'excuses à la fin. Voici donc les caméras qui... Et donc voici le film qui est présenté. Les camps de concentration nazis. Un documentaire d'1 heure. Et donc, comme je vous l'avais expliqué, pour le cahier des charges, il y avait cette procédure qui supposait que les caméramens qui prennent les images les prennent d'une certaine manière pour qu'elles ne soient pas contestées. Et quand un film est montré, il y a aussi une procédure. Il faut que ceux qui l'ont produit soit se présentent physiquement, soit signent ce qu'on appelle un affidavit, qui est une sorte de prise de serment, qui ne vont pas mentir ou... Et donc le premier, c'est Robert Jackson. Le deuxième, c'est John Ford, à gauche.
Troisième, c'est Ray Kellogg, qui est réalisateur au sein de l'équipe de John Ford et qui a fait ce film. Le deuxième réalisateur concerné, c'est George Stevens, celui qui avait fait des comédies musicales dans les années 30, avec Fred Astaire et Ginger Rogers, mais qui a dirigé une des équipes spéciales qui a filmé le camp de Dachau à sa libération. Et à gauche, James Donovan, c'est un juriste qui atteste lui aussi de la vérité de ces images. Parmi le public qui était présent, il y avait des journalistes. Et parmi ces journalistes, il y en avait deux qui sont un peu connus. L'un est américain, il s'appelle Dan Rather. C'est lui qui a annoncé sur CBS en 1961 l'assassinat de Kennedy. Et qui est devenu ce qu'on appelle un anchorman, c'est-à-dire un très grand présentateur. Donc là, il n'était pas encore connu, mais il était à Nuremberg. Et le deuxième, c'est Joseph Kessel, qui est un écrivain et journaliste français, qui a beaucoup voyagé et qui s'est trouvé à Nuremberg au moment de la présentation du film et qui a très très intelligemment compris ce qui s'est passé. Car ce qu'il dit, c'est ceci, donc sans doute les objectifs des appareils n'avaient pas pu surprendre les bourreaux à leur labeur, mais leur outillage que les SS, en s'enfuyant, suffisait à nourrir une épouvante et une colère sacrée. Et il dit ceci, soudain, j'eus le sentiment que la résurrection de l'horreur n'était plus le fait essentiel. Donc là, il explique l'histoire des projecteurs. Il s'agissait de mettre les criminels face à face avec leur forfait immense, de jeter, pour ainsi dire, les assassins, les bouchers de l'Europe, au milieu des charniers qu'ils avaient organisés, et de surprendre les mouvements auxquels les forcerait ce spectacle, ce choc. Il se trouve qu'à côté des accusés, il y avait un psychologue militaire qui, pendant toute la durée d'emprisonnement des accusés, donc pendant toute la durée du procès, a dialogué avec eux sur une base de volontariat. Et donc, là, en l'occurrence, il a noté toutes leurs réactions. Et ces réactions sont très intéressantes à regarder. Et voici par exemple un tableau qui a été fait par une peintre anglaise pendant le procès, qui dit bien au fond ce qui se passe à ce moment-là. Ce que vient de dire aussi Joseph Kessel. Alors qu'en général, le tribunal est clos sur lui-même, hors du mouvement du monde, pour que les débats se fassent dans la sérénité.
Et vous savez qu'aujourd'hui, les jurés n'ont pas le droit de parler de ce qu'ils entendent. Eh bien, c'est comme si à ce moment-là, le réel entrait dans la salle du tribunal. C'est ce qu'elle montre tout en haut, vous voyez. Mais Jackson lui-même, dans son carnet personnel, a noté cela. Alors pour conclure, je voudrais dire combien ce moment du 29 novembre 1945 a été décisif à la fois pour le procès, mais aussi pour ce qu'est l'idée d'une justice internationale, c'est-à-dire qui dépasse la souveraineté de chacun des États, qui s'adresse donc à l'humanité et qui juge aujourd'hui de crimes contre l'humanité. Il y a donc quelque chose qui est essentiel dans le rapport entre cette dimension internationale, universelle, et la part que l'image peut jouer. Car si vous avez des textes qui sont présentés et qui peuvent avoir une valeur juridique ou historique, ils sont dans leur langue propre. Tandis que l'image est universelle. Et donc cette dimension-là, ça n'est pas une dimension de spectacle. C'est une puissance de faire entrer le réel dans quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension. Donc, en fait, ce qui est essentiel, c'est la distance. Parce que si on vous montre des images qui sont atroces, vous n'avez pas envie de les voir. Ce qui est bien normal. Et donc, ceux qui travaillent sur l'image, c'est les réalisateurs américains, mais ils peuvent être britanniques, français, italiens ou russes. Quand ils sont confrontés à ces atrocités, non seulement ils sont respectueux du cahier des charges que j'ai décrit tout à l'heure, mais ils se posent la question suivante. À quelle distance dois-je me tenir pour ne pas heurter le déporté squelettique et en même temps pour permettre aux gens de comprendre quel a été son destin. Donc cette question de la bonne distance, c'est une question d'éthique. Et c'est très précisément ce qui définit la valeur de vérité. Je suis prêt à prendre vos questions maintenant. Merci.